Nord-est de Madagascar, dans le canal du Mozambique, la mission réunionnaise 2004 arrive sur l'archipel des Glorieuses, une des îles éparses françaises de l'océan Indien occidental. À quelques encablures de l'île principale, sur la toute extrémité du plateau récifal, émerge l'île d'Ulysse, tout petit îlot corallien. Mathieu Lecor, chercheur au laboratoire Ecomar de l'Université de La Réunion, revient sur les lieux, un an après sa dernière mission, accompagné de Jessica, doctorante en première année de thèse, et Elisabeth, étudiante de licence en écologie marine. Il faut faire vite, le séjour sur place est limité à 5 jours et une lourde tâche attend les 3 scientifiques. Petit matin au Lys. Depuis longtemps déjà, l'activité bat son plein pour ses habitants. Mathieu débute sa journée par une observation de la plus grande des 2 colonies d'oiseaux. Alors l'île du Lys, c'est un petit îlot qui fait 11 hectares, qui est situé à 10 km au nord de la Grande Glorieuse. Il abrite donc 2 colonies de sternes fuligineuses. Cette très grande colonie là, fait à peu près 200 000 couples. Elle est sur un substrat assez homogène de guano très compacté. Et on verra tout à l'heure une petite colonie qui fait 70 000 couples, qui est sur un substrat beaucoup plus rocheux et aussi beaucoup plus exposé. Où il y a d'ailleurs une autre espèce de sterne qui niche également, qui est le nodibrin. Donc l'intérêt d'îles comme l'île du Lys, là, c'est que ce sont des sites qui sont très préservés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploitation, pas de braconnage, et donc c'est des sites tout à fait exceptionnels pour la conservation d'une colonie d'oiseaux de mer comme celle-là. Les sternes fuligineuses sont les oiseaux marins les plus communs de la zone intertropicale. Il y a dans tout l'océan Indien occidental plus de 6 millions de couples. Pesant 180 grammes et donc très légers, ces oiseaux ont un vol très aérien, très dynamique. Ils se nourrissent de calmars, de petits poissons. Souvent associés aux bancs de thon, les pêcheurs les connaissent très bien. Quand ils les voient pêchant à la surface, c'est le signe que des bancs de thon sont à proximité. Il suffit de passer dedans à la traîne et la pêche est souvent très bonne. En phase de reproduction, les adultes commencent à parader pendant 2 mois au-dessus des sites de nid avant de se poser pour s'accoupler. La ponte va suivre, puis l'incubation pendant 28 jours, enfin l'élevage pendant 2 mois. Les 2 parents participent à chacune des phases. Ils vont faire des allers-retours en mer pour s'alimenter et donner à manger aux poussins. De couleur noire, les petits restent sur la colonie où ils apprennent à voler. Ils vont ensuite suivre leurs parents en mer et apprendre à pêcher jusqu'à l'autonomie totale. Le temps sera alors venu de quitter l'île du Lys, qui, complètement désertée, va changer de physionomie. Le cycle de reproduction reprendra 5 ou 6 mois plus tard. Les sternes sont très sensibles aux prédateurs. Normalement, les sternes sont dans des milieux, dans des îles où il n'y a pas du tout de prédateurs naturellement. Et là, il se trouve que historiquement, il y a eu des introductions de prédateurs accidentelles, et en l'occurrence des rats. Donc l'année dernière, en mai 2003, on a dératisé. Un des objectifs de la mission de 2004, c'était de vérifier le succès de la dératisation. On a fait beaucoup de piégeage, toutes les nuits on a fait du piégeage. Et jusqu'à présent, on n'a trouvé aucun rat, donc il semblerait que ce soit un succès. On fait des études sur ces colonies de sternes, des études de biologie, d'écologie.
et aussi de génétique des populations. Donc on a fait des prélèvements de sang, notamment pour comparer l'ADN des différentes populations entre Europa, Juan Nova, Glorieuse et les Seychelles, pour voir si ces différentes populations en fait sont en contact les unes avec les autres, ou bien si elles fonctionnent un peu en circuit fermé, un peu de manière isolée. Et c'est important pour comprendre comment fonctionne la population globale de sternes de l'océan Indien. Bien que ce minuscule îlot soit totalement investi par les oiseaux, d'autres habitants occupent aussi les lieux. Les tortues marines, plus friandes des immenses plages de sable blanc de la Grande Glorieuse, viennent parfois pondre ici. Ce matin, au lever, l'équipe d'Ecomar a droit au spectacle rare d'une émergence. Pour ces bébés tortues, c'est la course à la vie. Beaucoup ne verront pas l'âge adulte. La nuit de piégeage de rats n'a rien donné, à la grande satisfaction de Mathieu, Jessica et Elisabeth. Ils consacrent cette matinée à de nouveaux prélèvements. Direction la plus petite des colonies, à l'ouest de l'île. Ils progressent au milieu des coraux fossiles adoptés par les sternes fuligineuses et les nodis comme habitat de reproduction. Bien que la période de ponte soit terminée, quelques œufs et petits poussins retardataires jonchent encore le sol. Il faut faire très attention de ne pas les écraser. Le but est d'attraper un maximum d'oiseaux, les baguer et effectuer tous les prélèvements. Les notes prises sur place seront exploitées plus tard. Bon, je vais juste faire les mesures. Donc c'est le NB, je peux t'en ai. Les bagues permettent d'identifier chaque oiseau avec un numéro. Cela évite de manipuler 2 fois le même animal. Pour estimer l'âge, on mesure l'aile et le bec. Ensuite, placé dans un petit sac, l'oiseau est pesé. Ainsi, on estime sa condition corporelle, indicatrice de l'activité des parents pour aller chercher de la nourriture et donc indirectement de la quantité de ressources disponibles en mer. 25,2 pour le culmen. Les oiseaux marins sont donc de très bons bio-indicateurs de l'environnement marin tropical. Ça c'est donc une sterne adulte. Donc là on la bague aussi pour la même raison que pour les jeunes. On va lui prendre des mesures. L'aile, le bec, le poids, le tarse. Cette fois c'est pour comparer les adultes des différentes populations de l'océan Indien pour voir si ces populations sont isolées les unes des autres. C'est important pour comprendre comment fonctionne cette espèce dans l'océan Indien. Et on va faire aussi une prise de sang. Le sang va servir pour les analyses génétiques et puis aussi pour doser des traceurs chimiques de l'environnement qui sont les isotopes stables et les métaux lourds. On prend des plumes du ventre et des plumes des rémiges parce que les traceurs chimiques, donc les isotopes stables et les métaux lourds, se fixent dans les plumes au moment de la croissance des plumes. Donc c'est des indicateurs de l'environnement où se trouvait l'oiseau au moment où il a mué, où il a fabriqué ces plumes-là. La mue se faisant de façon très progressive, il est probable que les plumes du ventre et des ailes aient été fabriquées à des moments et donc des environnements océaniques très différents. Ces oiseaux, très mobiles, se déplacent sur des zones étendues, de l'Australie à l'île d'Ulysse, dans l'océan Indien occidental. Les échantillons de sang et de plumes pris sur les adultes permettent aussi d'établir des rapports isotopiques. Une analyse transversale de ces mesures, effectuée auprès de plusieurs espèces de grands prédateurs, comme la sterne fuligineuse, permettra de structurer toute la chaîne alimentaire du canal du Mozambique pour mieux comprendre le fonctionnement de cette zone océanique.
La mission sur l'archipel se termine. Fort de nombreux prélèvements, stomacaux, de sang, de plumes et d'oiseaux trouvés morts sur place, le groupe retourne à La Réunion où un long et minutieux travail d'analyse attend les 3 chercheurs de l'équipe Ecomar. Jessica a ciblé sa recherche de thèse sur les métaux lourds. Elle entreprend dès son retour un travail d'analyse dans les laboratoires d'écologie marine. Alors, ce sont des sternes fuligineuses qu'on a récupérées à l'île d'Ulysse, donc aux Glorieuses, trouvées mortes par terre, sur lesquelles on va prélever un certain nombre d'organes afin de faire des études de métaux et d'isotopes. Les métaux sont généralement incorporés dans l'animal par la voie de la proie qu'elle va manger, donc une voie alimentaire. Ces métaux vont passer dans le sang et ils vont donc être distribués dans tous les organes du corps de l'animal, sachant que certains organes vont accumuler plus que d'autres les différents métaux. On appelle ça des organes cibles. Par exemple, le rein est très important parce qu'il accumule beaucoup, surtout le cadmium, et le foie va accumuler tous les autres métaux généralement étudiés. Les oiseaux que nous avons récupérés morts vont nous permettre d'affiner un peu plus les analyses qui vont être faites sur les plumes et le sang, en regardant les concentrations qui ont été accumulées dans les organes internes, donc comme je disais, les reins, le foie et les muscles du bréchet. Mathieu aussi, à peine revenu, investit son laboratoire. Il est aidé dans sa tâche par Sébastien et quelques étudiants. Donc on pèse d'abord les contenus stomacaux et ensuite on va trier les éléments de ces contenus stomacaux, ce qu'il est en train de faire ici. Donc on trie en distinguant les poissons, les calmars, les crustacés éventuellement quand il y en a. Et puis on va peser ensuite chaque élément, chaque proie. On va la peser et on va chercher à l'identifier et à reconstituer sa biomasse en faisant des mesures biométriques sur les proies, au moins celles qui sont en meilleur état. Donc il y a encore beaucoup de travail d'analyse à faire, puisque là on est en train de finir ce qu'on a récolté aux Glorieuses. Glorieuse 2004, on a fait Glorieuse 2003 il n'y a pas très longtemps, il reste encore les autres îles. Et l'objectif, ça va être de comparer l'écologie alimentaire de ce prédateur super abondant dans différents milieux et d'essayer de mieux comprendre les liens qui existent entre l'environnement océanique et donc le régime alimentaire tel qu'on peut le mesurer par ce genre de méthode. Puisque déjà, on a constaté que dans ces 3 îles, les stratégies de reproduction, et notamment les saisons de reproduction, sont très différentes. Or, ces saisons de reproduction sont forcément pilotées par la nourriture et l'environnement océanique. Donc on espère, avec ces recherches qu'on aura terminées dans quelques mois, mieux comprendre les relations entre l'environnement océanique et donc un prédateur marin. L'île d'Ulysse a retrouvé son quotidien. Les îles éparses de l'océan Indien, aujourd'hui protégées, doivent rester des sanctuaires de la nature. Les rares chercheurs autorisés, comme Mathieu, à intervenir sur ces sites pour étudier leur évolution, permettent de prévenir, de mesurer et de réagir face aux conséquences souvent désastreuses des activités humaines.